Aujourd'hui, Ouais. j'aimerais bien qu'on aborde plusieurs points. Ça sert à rien que je vais les énumérer pour l'instant, ça sert à rien. On va commencer direct par le premier, Mhm. le retour des playtests. Et je veux surtout avoir ton avis, puisque moi j'ai lâché déjà le mien à chaud sur ce que j'en avais pensé, sur les bons Ouais. trucs, etc. Mais je voulais rentrer un peu plus dans le détail avec toi. Et surtout, c'est la bonne occasion pour t'introduire aussi dans le projet officiellement, en tout cas en vidéo, même si je Ouais, l'ai bien fait sûr. avec la vidéo. Donc voilà, c'est première fois que tu apparais officiellement pour prendre la parole en tant que game designer. Donc voilà, les retours, le playtest. Qu'est-ce que tu attendais déjà, toi, de cette Mhm. journée? Moi, dans les retours principaux, je voulais savoir si l'accessibilité était de mise. Quand je dis l'accessibilité, c'est la difficulté de comprendre comment le jeu fonctionne, les mécaniques du jeu. Est-ce qu'elles sont faciles à prendre en main ou non? Est-ce que les mots qu'on a choisis pour exprimer certaines mécaniques sont concordants, on va dire? Et est-ce qu'il y avait un problème principal? En gros, c'était est-ce que le jeu a un problème maintenant qu'il faut régler immédiatement? Il y en a un, c'est le fait que la première partie est trop longue, et ça, on pense avoir trouvé une solution. Euh, on a remarqué aussi que même les gens, quand on leur a proposé cette solution, ils nous ont dit qu'ils voulaient quand même jouer à la version normale du jeu, la version entre guillemets compétitive. Euh, à partir de ça, moi, j'ai des pistes entre guillemets d'où je veux aller, parce que en fait, les gens ont dit des choses que je me doutais qui allaient être dites. C'est-à-dire, par exemple, que certaines actions ne sont pas possibles par certains decks, alors que l'autre peut, j'aimerais bien les faire. Ça, c'est des choses qui sont voulues. En fait, je voulais recevoir comme retour des éléments que j'avais déjà décidés personnellement. C'est-à-dire, euh, quand on fait un jeu, on essaie que le joueur fasse ce qu'on a prévu dans notre tête, entre guillemets. Et euh, par exemple, l'une des choses importantes d'Etheron, c'est que lorsqu'on est le joueur agressif ou lorsqu'on fait des choix avant de commencer la partie, donc au deck building, on va avoir certaines options qui vont nous être ajoutées ou nous être soustraites. En particulier, le fait de pouvoir faire des relais, par exemple. Le fait de pouvoir faire des relais, c'est une mécanique qui est forte, enfin, qui est forte, qui scale avec au fur et à mesure de la partie. Plus on va loin dans la partie, plus elle est forte parce qu'on a plus de ressources. Et parce que le fait de faire une action rapidement a plus d'impact que le fait de dépenser nos ressources en premier. Ça, c'est une action qui est valable uniquement pour les decks agressifs ou pour les combos decks. Un deck qui est lent, il va pas vouloir faire ça. Il va peut-être vouloir tricher une action à un moment. Tricher, c'est vouloir en faire deux, entre guillemets, mais c'est négligeable. Et moi, je voulais que quelqu'un me dise, oui, mon adversaire, il a ça, moi, j'ai pas ça, je trouve que c'est dommage. En fait, l'idée, c'est, OK, c'est bien, je veux que tu aies des choses auxquelles tu n'as pas accès. Et c'est normal. Et je voulais que quelqu'un me donne ce retour. J'ai eu ce retour dans les formulaires. Euh, ça va peut-être paraître un peu élitiste, ce que je vais dire. Je voulais qu'un bon joueur, ou un joueur qui ait plus de connaissances, ou un joueur qui ait plus de facilité, il soit euh, pas imbattable, parce que c'est pas possible d'être imbattable, mais qu'il ait vraiment la sensation qu'il puisse avoir un impact très important sur la partie, qu'il ait de l'edge. Euh, et que juste pour parler de concept, on a le skill floor, qui est donc le sol. Le floor, ça veut dire le sol, et le ceiling, c'est le plafond. Et en fait, souvent, on essaie de trouver quelque chose où les gens vont se situer entre ces deux parties. Sachant qu'on peut considérer que le ceiling, l'état maximum on va dire, de compétitivité ou de niveau, il est inatteignable parce que ça demande peut-être trop de choses. Ça voudrait dire de faire tout le temps des parties parfaites, ce qui est quasiment inenvisageable. On considère que certaines parties il n'y a jamais eu une partie parfaite de Magic qui ait jamais été jouée, par exemple. Sur cet aspect-là, je voulais que ça soit un jeu qui ait des mécaniques suffisamment simples pour que l'accessibilité soit là, donc que le floor soit assez bas,
mais que le ceiling soit suffisamment haut pour que les gens puissent s'y intéresser. Euh, Avant qu'on fasse le playtest et avant même que le développement il commence aussi et qu'on soit aussi avancé, j'avais proposé à Jérémy une option de faire que le jeu il soit différent en fonction de l'âge, entre guillemets, des joueurs, ou qu'on fasse des catégories. Et c'est quelque chose qui m'avait dit non, je veux pas faire, et c'est tout à fait entendable, c'est pas quelque chose qu'il veut dans son jeu. Par contre, j'avais déjà l'idée d'essayer de trouver un moyen pour que les joueurs soient entre guillemets catégorisés par rapport à leur niveau. Quelqu'un qui est un débutant, qui joue contre un expert, il va perdre. Sauf si l'expert décide de faire gagner le débutant. Ce qui peut arriver. Lorsqu'on a fait le playtest, j'ai fait jouer quelqu'un qui avait déjà joué au jeu, enfin, quelqu'un qui avait déjà joué à Etheron, mais qui est pas excellent, ni même qui est plutôt euh, mauvais, entre guillemets, au jeu de cartes. Et c'est pas grave. C'est ma compagne, elle est moins forte que quelqu'un qui est un expert contre mon meilleur ami qui est un expert des jeux de cartes, qui crée des jeux et qui fait de la compétition sur certains jeux de cartes. Euh, il a joué un deck agressif et elle a joué un deck contrôle et la partie a duré 15 minutes, peut-être 25 maximum. Euh, il a compris tout de suite où il devait aller, quel était son plan de jeu, ce qui n'était pas le cas par exemple de ma compagne qui a mis plus de temps, parce qu'il y a un déséquilibre déjà de la connaissance. Donc techniquement, elle avait plus de temps de jeu que lui, mais il a compris plus vite certains concepts. Ça montrait bien que l'importance du niveau était là et que le joueur a de l'impact. Ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Les retours l'ont mis en valeur. Euh, et moi, je m'en étais déjà rendu compte. Après ça, principalement, c'était ouais, vraiment de. Moi, je voulais vraiment des retours sur l'accessibilité parce que j'avais déjà fait des tests, mais vraiment presque poussés sur les mécaniques du jeu, sur presque la compétitivité. Et je me suis rendu compte de certains éléments qui étaient tout simples, euh, que j'ai résolu, entre guillemets, le problème, ce qu'on appelle le one drop problème, qui est un problème qui existe dans les autres jeux de cartes. Je vais l'exposer très rapidement pour que les gens comprennent. Le one drop problème, c'est le fait qu'une carte qui coûte 1, elle est quasiment strictement meilleure que les autres, parce qu'une carte qui coûte 1, elle est jouable au premier tour ainsi qu'à tous les tours subséquents. Elle n'a pas de condition, entre guillemets, d'être jouée plus on doit attendre pour la jouer. Parce que vu que c'est le 1, c'est la première ressource qu'on a, et la plupart des jeux commencent à une ressource. Parfois à deux si on joue à One Piece, par exemple. Ce problème, je l'ai résolu Enfin, j'ai essayé de le résoudre, je l'ai pas résolu, évidemment. Je vais pas dire que j'ai solutionné des problèmes qui existent dans les jeux de cartes depuis des années, mais en donnant 3 ressources dès le départ aux 2 joueurs, le problème de si j'ai pas quelque chose qui coûte 1, mon deck il est moins bien, il est un peu enlevé. Ça veut juste dire que tu vas faire une action de moins, mais tu vas la rattraper plus tard et c'est pas hyper grave. J'ai remarqué aussi que c'était beaucoup plus facile de créer des mécaniques qui étaient du coup plus fortes, juste en les mettant à 2, et c'était pas vraiment un problème pour le joueur. Ça lui demandait peut-être d'être attentif à ce qu'il fait et d'être plus précis dans ses actions et dans son ordre, mais ça ne va pas ça va pas endiguer le problème ce qu'on appelle le one drop problem. Je me permets de te couper sur tout ce que tu viens de dire. Je vais rebondir parce que j'ai des exemples pour chaque point que tu viens d'aborder, Bien avec sûr. des exemples et aussi peut-être des questions. Mhm. Euh, Par exemple, je voudrais revenir sur le skill reward que tu Ouais. as abordé. Le, Et le, le skill ceiling, alors oui, mais moi je vais l'appeler le skill ouais, reward le skill reward, le fait que tu c'est sois ça. reward parce que tu es bon. Ok. Exactement. Et là, donc, du coup, je pense effectivement à cette personne qui a clean la game en 15-20 minutes, assurément. Je pense que tu es vraiment t'es très Oui. proche du timing. Je vais te donner un parallèle qui est que j'ai vécu après donc, ces tests de niveau d'accessibilité. On va en Mhm. parler. D'ailleurs, je mettrai des exemples, le tableau de ces niveaux d'accessibilité après. Mhm. Euh, donc le jour d'après, je t'en avais informé, j'ai fait Ouais. 3 games et le jour d'après, j'en ai fait 3 autres avec mon fils. Donc il a toujours pris le deck Invocation Control. J'ai toujours pris le deck aggro.
Ouais. Forcément plus simple à comprendre pour le deck contrôle, plus passif, etc. Et l'aggro qui demande quand même plus de lecture, d'être plus attentif. Et Oui. tu vois, ça, je l'ai ressenti. Alors, je suis pas du tout un bon joueur. Je suis pas du tout un bon joueur. Ouais. Mais sur toutes mes games, je les ai toutes perdues. Et pourtant, Ouais. je ne suis jamais rentré de la même manière. Et en fait, c'est là que je me dis qu'en fait, tu peux vraiment t'adresser à tous les niveaux parce que je sais que c'était possible de gagner avec ce deck et je sais que c'est possible de le gagner très rapidement. Sauf que j'ai pas ni les compétences ni l'attention qu'avait cette personne-là. Et ça qui est intéressant de se dire, c'est qu'en fait, je peux construire des decks qui sont appropriés à mon niveau de compréhension, et ça ne veut pas dire qu'il est moins fort. Ça ne veut pas dire qu'il est moins fort. Ça veut dire que moi, il n'est pas forcément adapté à moi et à ma lecture actuelle. Et ça qui est très fort, c'est que qu'importe ce que je faisais, tu vois, j'ai l'impression que c'était trop difficile pour moi de maîtriser ce deck. Pourtant, Mhm. je sais pertinemment que ce deck est extrêmement puissant pour ceux qui arrivent à le maîtriser. Et ça que j'ai vraiment kiffé, c'est que je l'ai vraiment senti. Si j'avais pas vu ce jour-là, ce gars qui prenait ce deck en boucle et qui faisait que des victoires, bah, je me serais dit peut-être qu'il y a un couac, mais pas du tout en fait, tu vois. Peut-être, je me suis Mhm. dit vraiment, en fait, c'est juste moi qui ne sais pas le jouer. Donc le skill reward, je l'ai vraiment senti et ça m'a pas du tout frustré parce que je me suis dit, ok, si on a autant de variétés, il y a forcément un deck, une team, une compo qui va être faite pour moi. Et ça, j'adore cette approche parce que j'ai vraiment cette sensation que je m'approprie le jeu. C'est la sensation que Ouais. j'ai eue après 6 games. J'ai pas été dégoûté. J'ai Mhm. compris que il allait avoir des trucs. Il allait avoir Ouais. des choses derrière. Et si on construit quelque chose de huge comme ça, bah, tu as ce sentiment de dire je veux créer mon deck à moi. Je veux créer ma Ouais. mécanique à moi. Et voilà, je l'ai senti comme ça. Je veux revenir aussi sur donc, les niveaux d'accessibilité. Ouais. Les niveaux d'accessibilité, du coup, pour les avoir testés également avec mon fils, et je vais le dire de 9 ans, voilà, comme ça, c'est clair. On a commencé par donc le premier niveau qu'on a appelé niveau découverte, qui dit que à partir du moment où le premier champion est KO, la partie est terminée. Ça Ouais. nous offre techniquement un match entre 15 et 20 minutes. Ça peut aller même plus rapidement, mais vas-y, la moyenne, entre 15 et Ouais, 20 bien sûr. minutes. Et on a fait 3 games comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parfait pour de l'initiation. C'est-à-dire que Ouais. la première game, apprentissage, deuxième game, je comprends, troisième game, ok, c'est bon, j'ai compris. Et à partir de la quatrième game, de lui-même, il m'a dit, on ne peut pas passer à la suivante. Et de lui-même, en fait, Mhm. de lui-même, la quatrième partie, il m'a demandé, allez, on va sur la suivante. Donc, on a fait la condition suivante, donc le niveau d'accessibilité supérieur. Il dit que cette fois-ci, il faut mettre 2 KO. C'était quoi la tournure de phrase? C'était 2 KO de la La même. tournure de phrase, c'est que le même joueur Voilà, le subisse même deux joueur. KO. Exactement. Le même joueur subit 2 KO. Exactement. Pareil, ça n'a pas été beaucoup plus long, peut-être 5 Mhm. minutes de plus, mais ça l'a fait. Et à la cinquième game, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, papa, on passe sur la version légende, donc la classique, où il fallait défaire l'équipe entière cette fois-ci. Ouais. Et en fait, voilà, c'était roulé. C'était roulé. Donc pour un enfant de 9 ans, c'est possible qu'en 4-5 games, et peut-être même moins, tu vois, parce que c'est moi qui l'ai bridé sur les 3 premières, histoire d'aller Mhm. vite, de pouvoir répéter. Bah, tu peux très rapidement, déjà dès cet âge-là, arriver sur une game, une full game. Et là, tu vois, cette game-là, on l'avait clôturée en 30 minutes. Ouais. Moi, je vais donner un exemple. Euh, Lorsque je suis rentré, pour le contexte, j'étais en vacances pendant les semaines, les quelques dernières semaines, et ensuite j'ai fait le playtest avec Jérémy sur Paris. Ensuite, je me suis reposé parce que j'avais un peu enchaîné pour arriver entre guillemets préparé pour le playtest. Euh, à un moment, moi, je voulais faire essayer mes parents. Mon père n'a pas eu le temps d'essayer parce qu'il travaillait et ma mère est à la retraite maintenant, donc elle a eu le temps d'essayer le jeu. Et on s'est posé, je lui ai expliqué comment le jeu fonctionnait. Et, euh, et j'ai pas fait le premier KO, j'ai fait 2 KO avec elle parce que je sais que ma mère, elle peut avoir une sorte de frustration si jamais ça va entre guillemets trop vite. Parce que ma mère, elle joue à des gros jeux de société.
C'est quelqu'un qui va jouer à, par exemple, on a joué à Unsettled, c'est un jeu qui, pour la première partie, ça a duré plus de 4 heures. On a divisé deux périodes, entre guillemets. On a joué et ce qu'elle m'a dit à la fin, c'est que ça fonctionnait bien. Et je lui ai parlé des trois modes de jeu, entre guillemets, le découverte, on va dire, je sais plus comment t'as appelé ça, initié et légende, je crois. Découverte. C'était découverte, épreuve et légende. Épreuve et légende. Ok. Et moi, je me suis rendu compte d'un élément mécanique qui est très important. Je vais y revenir juste après. Quand je lui ai exposé le fait d'essayer le jeu avec un seul KO, elle m'a dit c'est le meilleur moyen d'apprendre aux gens le jeu. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est très simple. Vous êtes 2 joueurs et il y a un mec parmi vous deux qui va perdre son champion et ça va clôturer la partie. Ça va être immédiat, ça va être snappy, un peu comme la vitesse du jeu. Et donc la chose qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va avoir de l'adrénaline très vite d'avoir gagné et l'autre qui va avoir de l'adrénaline de vouloir rejouer pour avoir la sensation de l'autre. Parce qu'en fait, ça a pris tellement peu de temps de se faire, c'est tellement rapide que vous vous dites, je peux relancer une partie. Donc vous en relancez une deuxième et on imagine que c'est le même joueur qui gagne. Et ben vous allez immédiatement passer à 2 champions parce que vous allez vous dire, j'ai besoin du comeback. Parce que dans le rulebook, il vous est dit que vous avez une mécanique de comeback lorsqu'un de vos champions est KO. J'en ai parlé avec ma mère de cette mécanique de comeback, elle m'a dit, elle est très bien. Je ne sais pas si on va l'inclure dans la vidéo, donc je vais faire un petit Alors hop, vas-y, ouais, hop, vas-y, on fait le voilà, petit comme ça parallèle, tu parce que sais. là, du coup, je me souvenais pas et je l'ai pas Euh, utilisé pour mes games. J'ai pas utilisé la mécanique de comeback. Donc vas-y. En gros, la mécanique de comeback du jeu, c'est lorsque vous avez un champion KO, vous piochez une carte supplémentaire en début du round. En fait, c'est pas une mécanique de comeback. Tout le Voilà, monde pense que c'est une mécanique de comeback. ça en est pas Et une. c'est le Donc ça, principe. je l'ai utilisé et ok, je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était un genre de Voilà. revive ou un truc comme ça. Non, 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 il y a rien. C'est juste ça, la mécanique de comeback. Ok. Elle sera peut-être modifiée par la suite, où elle aura beaucoup plus d'impact. Parce que quand on en a parlé avec mon meilleur ami qui fait aussi du game design, on s'est rendu compte d'un point qui était vachement important et peut-être elle est, elle est amenée à être modifiée. Ok. Et la mécanique de comeback, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas une mécanique de comeback, c'est juste une mécanique qui fait que vous avez toujours 2 cartes jouables en moyenne dans votre main supplémentaires par round. Parce que vous avez perdu un champion, vous avez la possibilité de piocher des ascensions de vos champions, c'est-à-dire des améliorations de vos champions. Sauf que si votre champion il est plus là, vous pouvez pas les mettre par-dessus. Du coup, vous allez prendre cette carte et vous allez les mettre en ressources. Sauf que parmi les 3 cartes que vous allez piocher, au lieu de 2, on va considérer qu'il y en a qu'une. Et donc, vous avez 2 cartes, 2 vraies cartes vivantes et jouables. Vous n'avez pas ce fait de perdre quelque chose par rapport à votre adversaire. Vous restez à la même vitesse que lui parce que je vous donne une carte supplémentaire. C'est juste ça. Et ça, ma mère, quand je lui ai pas dit ce raisonnement et comment est-ce que j'en étais arrivé à ça, je lui ai juste dit qu'est-ce que tu as pensé de la mécanique de comeback et elle m'a dit c'est vraiment trop bien. Heureusement qu'il y a ça parce que à un moment, du coup, elle me donne un élément qui lui est arrivé. Et je savais que ça lui était arrivé parce qu'elle a commencé à se marrer quand elle a pioché ses cartes. Et ça lui a vraiment plu, le jeu lui a plu. Donc à la partie d'après que j'ai fait de playtest avec de la famille encore qui était sur place, c'était ces deux cousins à moi qui sont plus jeunes, un petit peu plus jeunes, quelqu'un qui a 21 ans et quelqu'un qui a 19 ans. Euh, c'est des personnes qui jouent à des jeux de société entre eux. Pour ceux qui sont intéressés, ils jouent à Dice Throne, qui est aussi un peu un jeu de cartes de stratégie avec des dés. Fun fact, ils ont le même deck size que nous, qui est 33, ce que j'ai trouvé très rigolo parce que je suis allé vérifier. Euh, et ils m'ont dit, c'est leur premier jeu de cartes à part Dice Throne. Et Dice Throne, c'est pas vraiment un jeu de cartes, c'est plus un jeu de dés qui utilise des cartes. Et ils m'ont dit tous les deux que la prise en main était vraiment simple. Ils m'ont posé très peu de questions durant la partie. Il y a eu très peu d'incompréhension ou quoi que ce soit. Ça a mis du temps, ils ont mis 1h20 à finir la partie. Et c'est à cause d'une seule chose, c'est parce que la personne qui jouait aggro a décidé de faire de son premier round un round de préparation. Donc elle n'a pas mis de dégâts. Donc elle avait un round de dégâts en moins. Et elle a raté un combo à la fin. Sinon,
la partie, on peut retrancher 20 minutes, je pense, ou 30 minutes. Et du coup, on arrive dans les temps logiques. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il n'y ait que 2 KO pour une des versions du jeu? C'est parce que très vite, les gens ils vont vouloir passer de 1 à 2. Et c'est surtout pour pouvoir laisser l'opportunité à un joueur d'avoir toujours accès à une mécanique en particulier. Et c'est là où je vais parler d'un problème, entre guillemets, du jeu. C'est que lorsqu'il n'y a plus qu'un seul champion, on perd une mécanique qui est vraiment très importante du jeu, qui est core au jeu, qui s'appelle le swap. Le swap, c'est le fait de changer d'actif. On a 3 champions au total. Le fait de changer de champion actif, c'est le fait de changer de champion avec lequel on joue. C'est la mécanique la plus importante du jeu. Parce que votre champion actif, c'est celui qui fait ses actions, mais c'est aussi celui qui prend ses dégâts. Donc, faire un swap, c'est à la fois une action offensive et une action défensive. Si vous jouez au billard, par exemple, c'est lorsque vous décidez d'essayer d'empocher une bille, mais que vous avez pensé à vous cacher quelque part dans le même coup. C'est-à-dire que vous allez attaquer, mais aussi vous défendre dans un seul mouvement. Et je voulais qu'il y ait une mécanique qui fasse ça. Le fait qu'il n'y ait plus qu'un champion sur votre terrain, ça fait que cette mécanique, elle est plus accessible parce qu'il n'y a pas d'effet pour faire revivre un champion pour des raisons d'équilibrage pour le moment. Et je pense que la plupart des parties seront jouées en 2 KO et qu'il y aura pratiquement que la compétition qui sera jouée en 3 KO. Voire même, peut-être que on fera 2 KO pour, par exemple, les phases de poule ou les phases de ronde suisse et passer à 3 KO pour le top cut, par exemple, juste pour qu'il y ait plus de hype, pour que ça soit un peu mieux pour la viewing experience et pour aussi accélérer le nombre de parties qu'on va faire dans une journée pour un tournoi. Voilà, je voulais en parler parce que je pense que c'est important de le comprendre et que c'est compris aussi. Je sais qu'il y a cet aspect-là du jeu et que là, je pense que la plupart des parties seront jouées en 2 KO pour cette raison particulière. Il y a aussi l'aspect de Margot en particulier. Coucou Margot, merci d'être venue. Margot, c'est quelqu'un qui joue pas à des jeux, ou assez peu. C'est un peu notre mascotte, j'ai l'impression, parce qu'on lui demandait des trucs, parce que c'est quelqu'un qui joue assez peu aux jeux de société, enfin qui joue un peu, mais qui joue pas à des jeux de cartes en particulier, et qui est venu tester le jeu, et qui a aimé le jeu. Elle nous a fait des retours vraiment, vraiment utiles et vraiment importants, qui nous ont vraiment aidés. Et lorsque je lui ai parlé de cette option de ne pas avoir 3 champions KO pour finir une partie, elle m'a dit, dans mon cas, c'était pas bon, parce que du coup, c'est pas moi qui avais c'est moi qui ai eu mes 2 premiers champions KO, mais j'ai quand même gagné parce que j'ai réussi à avoir un carry qui a fait toute la partie tout seul. Et c'est vrai que c'est un des éléments du gameplay qui est important, c'est un deck agressif ou qui va avoir peu de passifs sur ses champions, il va être avantagé de finir avec un seul champion parce que du coup, il a 3 capacités actives ou 4 capacités actives s'il a une arme qui traîne. Et du coup, son round, il va être composé assez simplement de je fais une action qui fait des dégâts, je fais une action qui fait des dégâts, je fais une action qui fait des dégâts. Et au bout d'un moment, l'adversaire, il va plus pouvoir tanker, il va se faire KO. Juste le fait d'avoir j'ai plus d'actions potentielles qui fait des dégâts, ça donne un aspect du jeu qui est je vais gagner à un moment. Si j'ai le droit à un round supplémentaire ou si j'ai le droit à un personnage supplémentaire ou, vous voyez ce que je veux dire, on va arriver à un point où, oui, le joueur, il va être en position de force, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est une belle histoire. C'est bon pour le storytelling de se dire il lui restait qu'un champion, il est revenu. C'est un peu comme un river sweep dans certains jeux vidéo ou dans certains sports. Le fait de on est mené 2-0 et on gagne 3-2. C'est une super histoire, c'est souvent un des très beaux matchs et c'est quelque chose qui peut arriver dans les runs. C'est ça. Et en fait, tu vois, pour en arriver là, parce qu'il faut quand même lui donner le mérite, c'est-à-dire que il faut que ça soit ce champion qui tienne jusqu'au bout. Ouais. Pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas encore on aura peut-être, je sais pas, mais de choses qui vont forcer le swap adverse. Si, on a un sort. Ça existe, on a un sort déjà. Et en fait, le fait d'avoir tenu bon avec ce champion, voilà, t'es récompensé à la fin parce que tu sais que tu vas potentiellement le tenir pour un peu que le champion adverse
te défonce pas aussi, tu vois. Donc tu es le bon champion adverse que tu peux tenir. Donc là, ouais, effectivement, tu es dans une disposition. Il faut arriver jusqu'à cette disposition si tu tiens jusqu'à la fin des 3, donc le classique, le format légende. Ouais. Et je trouve ça bien. Personnellement, je trouve ça bien. Et j'aime bien le coup là de se dire que la majorité des parties en tournoi seront initialement faites pour la phase de sélection seront faites en 2, donc en version épreuve, et sur la dernière en légende. Je trouve ça carrément cohérent. Je pense que c'est une approche qui est vraiment bonne parce que ça va aussi permettre de faire plus de parties. Ça, c'est quelque chose qui est un problème pour certains jeux de cartes où, par exemple, à Magic, tous les tournois quasiment se font en top 8. Du coup, ils font plus de rounds. Pour faire plus de rounds, des fois, ils commencent plus tôt. Ils ont un jour de jeu supplémentaire. C'est pas tout le temps le cas, mais ça a été le cas par le passé. À Yu-Gi-Oh, on a le problème il y a des joueurs qui ont le score pour top, et c'est des plus gros tops, des top 64, mais ils passent pas, parce qu'ils n'ont pas le goal average. Si on arrive à rentrer plus de parties, on va trouver un moyen de sélectionner un peu de manière plus efficace les joueurs qui vont rentrer dans le top cut. Est-ce que ça veut dire que du coup nos parties vont aller plus vite? Est-ce Oui, que en compétition, elles vont forcément aller plus vite. elles iront plus vite? Du coup, je sais qu'on en avait un peu parlé, donc là je te fais hop le petit Ouais. triangle, enfin le petit carré pour dire peut-être que ce sera pas dans la vidéo. Est-ce que si on devrait partir sur ce format-là, est-ce que ça voudrait dire qu'on reste en BO1 ou est-ce qu'on passerait sur un autre format? Je pense qu'on va rester en BO1, juste parce que dans notre jeu déjà, on a le principe du BO3. Il est visuellement lisible. En fait, en fait, c'est tout simple. Ton jeu, C'est pour ça que je te le parle, c'est jeu, pour c'est ça que un je te dis ça. BO1 ou un BO3 C'est pour ou ça un que je te dis BO5. ça. C'est pour ça que je te dis ça. Ça, en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, nos formats sont en Oui, soi des. C'est pour ça que c'est assez rigolo. Mais par contre, le BO, en fait, sert surtout dans le truc de se dire on relance parce que peut-être que ce scénario m'avantageait pas. C'est juste dans ce truc-là. Je sais pas si ça marche. Est-ce que c'est un argument valable pour te dire c'est un argument qui est valable. Par contre, ça voudrait dire, en fait, le, le fait de dire qu'on fait du BO3 dans notre jeu en particulier, ça veut juste dire on fait comme les autres. Il n'y a pas de vrai sens à se dire ouais on fait un BO3 de Hétéron parce que bah on a déjà nos trucs et le le BO3 pourquoi ça a été inventé c'est parce que à Magic il y a un problème qui est core au jeu, c'est les terrains. Les terrains, nous, c'est pas un problème. Première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que à Magic on fait du BO3 aussi? C'est parce que il y a le problème du premier joueur. Le premier joueur, il est avantagé, il a un tour complet donc de Magic d'avance. Alors que là, à Etheron, bah, le mec qui commence, il a autant de ressources que son adversaire, il a autant de cartes que son adversaire, il a autant de capacités que son adversaire, il a juste la première action. Et c'est tout. Et en réalité, c'est vraiment pas celui-là qui est important. C'est celui qui va avoir la première action au dernier round qui est important. C'est plus important ça que d'avoir la première action au premier round. Donc, pour moi, le BO1 se justifie. Et il se justifie aussi par le fait que notre jeu, il est snappy, il est rapide. On n'a pas que ça à faire de notre journée. On peut, vous pouvez dire à quelqu'un, potentiellement, on imagine, dans le plus beau des mondes, le jeu, il est jouable en digital. On peut dire aux gens qu'en 4 heures, potentiellement, ils peuvent faire un tournoi complet avec genre 1000 joueurs en ligne. Parce que on fait du BO1, ils ont 15 minutes pour faire une game, il y a 5 minutes de pause entre chaque game. Du coup, en 20 minutes, on fait un match. Et en 1 heure, on fait 4 matchs. Et ça enchaîne. Ça veut dire qu'un joueur, en 4 heures, il peut jouer 16 matchs pour gagner un tournoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est rapide. Et c'est le truc qu'il y a à Yugi. Le problème de Yugi, c'est qu'il a les mêmes problèmes que Magic, c'est le premier joueur, il a un avantage plus que conséquent. Et du coup, le top cut de Yugi en Master Duel, c'est parfois joué en BO3. Ok, Pour les tournois quand tu es seul. Quand tu es à plusieurs, ça fonctionne différemment, mais c'est un autre sujet. Voilà. ok, ok.
Je reviens aussi sur un truc du tout début, donc ça va remonter à loin. C'est les 3 Mhm. ressources. Tu as parlé donc des 3 ressources pour chacun des joueurs. Je voulais juste te dire qu'effectivement, ça permettait aussi d'avoir des parties qui rentrent tout de suite dans le concret. Donc des Ouais, parties qui sont plus dynamiques, plus rapidement. tout à fait. C'est-à-dire plus d'action, Euh, etc. c'est tout simple, hein, et c'est voulu aussi. Euh, Juste pour le contexte, moi je pensais que Marvel Snap commençait à 3 ressources au début au début du jeu. Et en fait, c'est pas le cas. J'ai appris plus tard que c'était pas le cas. Euh, j'ai choisi 3 parce que c'était joli. J'ai aussi choisi 3 pour vraiment appuyer le fait qu'il n'y ait pas le one drop problème. Plus on a de ressources au début pour jouer, moins le one drop problème existe. Parce que c'est tout simple. On imagine qu'on a que des cartes à 1. On peut en faire 3 à 1 quand on a 3 ressources. Quand on en a que 2, on peut en faire que 2. Donc, on donne encore plus de valeur à une carte qui coûte 1 ou à une action qui coûte 1 si on a moins d'options totales dans un round. 3 me semblait être le bon nombre, et ça faisait joli avec les champions aussi. Voilà, c'est ça. Et ça avait un certain... Le jeu est vraiment basé sur un aspect de trinité, de comment il fonctionne. Il est vraiment... on pourrait presque parler du jeu comme un MOBA avec les 3 lignes, le top, le mid, le bot. Parfois même, j'essaie de designer des champions en pensant de cette manière. D'ailleurs, attention, tease, je réfléchis à essayer de faire une bot lane, c'est-à-dire 2 champions qui vraiment fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment une paire. Ils sont tous les deux et ils vont très bien fonctionner tous les deux. Le teaser, ce sera pas dans le set 1 par contre, ce sera plus tard. Ou ce sera un truc de Kickstarter ou D'ailleurs, de pour revenir à crowdfunding. ça, on me l'a sorti en off, pas pendant la journée du Ouais, playtest, mais qu'effectivement, c'était, tu vois, ça tirait ses sources aussi de ce côté un peu RPG. Et je me souviens d'ailleurs, c'était la première vidéo que j'avais faite, ouais. tu vois, de ce truc de Trinité. Et au final, tu vois, on a réussi à intégrer ce truc Mhm. d'une autre manière, d'une manière un peu différente. Mais voilà, il y a cette Trinité qui est présente. Moi, je suis très content de cette Trinité. Je suis très content, mais j'aime bien le fait d'avoir ces 3 ressources au début. Tu sais, avec tes champions de base en face cachée Ouais, et les éthers qui correspondent pour se dire, OK, je sais quel type, quel élément il va jouer, mais je ne sais pas quel champion encore. ouais. Donc franchement, j'aime bien Je suis ce désolé, petit j'ai truc. eu un truc qui s'est allumé. Je voulais enlever le prochain réveil que j'ai qui est dans une demi-heure. Hop, c'est bon. Excuse-moi. Tu vas te réveiller dans une demi-heure. Ça marche. Ouais, donc juste pour te dire ça, c'est que j'aime bien ce côté, les énergies qui correspondent aux champions que tu n'as pas encore Mhm. découvert et qui apportent une petite touche stratégique Ouais. pour la compétition. Pour le casu, t'en bats les couilles un Oui, peu. Et pour la pour le casus, compétition, ça tu te dis, n'a. ok, faudra peut-être que je fasse attention à qui je vais mettre en actif premier round, etc., etc. Tu peux déjà Oui, t'imaginer des trucs, quoi. exactement. Tous les jeux de cartes, c'est des jeux à information cachée. Ou par exemple dans Heteron, moi j'essaye de diminuer cet aspect information cachée parce que les champions sont visibles. Euh, le truc c'est si on révèle tout dès le début, on a un aspect de on peut métagamer un petit peu la situation de manière immédiate pour le joueur qui a le jeton, le premier round, enfin, la première action du premier round. Et ça, je voulais pas que. En fait, je voulais minimiser le fait que le premier joueur, il ait un avantage. Pour vraiment diminuer cet aspect de le premier joueur, il est dans une position favorable. Limite, moi, je pense que le premier joueur, il a une moins bonne position que l'autre. Je pense vraiment que c'est le cas. Je pense vraiment que le premier joueur, il est moins bien positionné. Je pense que c'est mieux de jouer deuxième à Ethereum. Parce que tu récupères le jeton de priorité au deuxième round, au moment où il y a 4 ressources, et c'est vraiment plus important à ce moment-là de la fois. Et aussi parce que tu révèles tes champions en deuxième, et du coup, tu peux t'adapter à ce que ton adversaire y fait. Voilà. Carrément, carrément. Du coup, par rapport à cette journée, globalement, Mhm. les retours ont été plutôt positifs. Le formulaire a été
Ouais, plutôt positif en tout cas bien sûr, oui, sur le jeu, le gameplay. On sait qu'on a des axes d'amélioration à faire. On bien sait sûr. qu'il y a 2-3 trucs, qu'on va devoir faire. Est-ce que ça annonce du bon pour la suite du développement? Euh, Ça dépend pas de moi. Si, si, ça dépend de moi, évidemment. Oui, ça annonce du bon pour la suite. Je pense que t'es un peu, que t'as pas été très vrai dans ce que tu viens de dire. Il n'y a pas eu de mauvais retours lors du playtest. On peut le dire. Il n'y a pas eu de gens qui nous ont dit, ah, j'aime pas le jeu, je veux pas y jouer. Personne ne nous l'a dit. Pour le moment, j'ai une personne qui n'a pas aimé le jeu. Et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui aime pas le jeu. Parce que c'est positif. Ça veut dire que les gens ne sont pas neutres. Je préfère qu'il y ait 20% de la population qui déteste mon jeu et 80% qui l'adore que juste tout le monde se dise ah bah ouais super, c'est ok. Non, je veux que les gens ils aient des émotions. C'est vraiment important pour faire vivre ce genre Par contre, d'objet. je suis surpris que on nous ait pas dit: «Ah tiens, ça ressemble à ça». Je crois pas l'avoir eu, moi personnellement, ce truc de: «Ah, je trouve que ça ressemble à ça». J'en ai pas Euh, vu. non, il y a quasiment personne qui l'a dit. L'aspect de faire action, 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 euh, qui est donc pour moi, c'est le système de Runeterra. Il existait avant dans d'autres jeux, mais on m'a dit ouais, c'est le système de Runeterra et j'ai répondu oui parce que c'est beaucoup plus rapide pour expliquer, surtout quand on fait l'explication de règles. Cette personne n'a plus besoin d'écouter pendant genre 5 minutes parce qu'il faut expliquer comment fonctionne un round et que c'est absolument pas naturel pour la plupart des gens. Mais pour des personnes qui, par exemple, n'ont jamais joué à un jeu de cartes, c'est la première chose qu'on m'a dit, c'est très différent. Le fait de faire je fais un truc, qui fait un truc, je fais un truc, qui fait un truc, ça ressemble presque à du jeu de société. Parce que bah, sur le jeu de société, on va diminuer le nombre d'actions que le joueur peut faire pour, je vais Maximiser pas dire l'interaction. artificiellement, mais voilà, augmenter l'interaction pour pouvoir répondre immédiatement à ce qu'il fait. Et là, dans notre cas, vu que c'est un jeu de duel, c'est un jeu de combat, c'est un jeu où on va essayer de se taper dessus, le fait qu'on fasse une chose, une chose, une chose, une chose, ça rend le truc très dynamique. Absolument. Il y a un truc aussi que je souhaite dire, que personne n'a dit. Personne ne nous a dit que c'était trop long. On Oui, nous c'est a vrai. dit, j'ai pas eu le temps de finir. On nous a dit, ah oui, ça a duré tant de temps. Mais personne ne nous a dit que 1 heure et demie ou 2 heures, c'était trop long. Parce que quand tu joues au jeu, tu ne te rends pas compte du temps que tu y passes parce qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Je fais un truc, tu fais un truc, je fais un truc, tu fais un truc. Ah, je décide de passer. Ah bah, il refait un truc, ah bah, peut-être que je vais faire quelque chose. Et on a vraiment cet aspect, comme je disais à quelqu'un, j'expliquais comment j'avais pensé le truc, où on fait comme ça pour les actions. Moi, lui, moi, lui, moi, lui. Et ensuite, on arrive à une. Donc, ça, c'est la phase d'action. Et ensuite, on arrive en début de round. Au moins, on va un peu se préparer, on va réfléchir. Et tout le monde m'a dit que ça faisait du bien, qui est ce petit moment de on souffle. Oui. Et c'est vraiment, pour les gens qui jouent à Rainbow Six ou à CSGO, c'est vraiment cette sensation de on a un round, c'est stressant, c'est rapide, c'est snappy. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal, de toute façon, on décède. Et là, on est décédé. Et là, on se repose et on prend notre temps, on réfléchit, on aide nos coéquipiers. Il y a cet aspect-là dans le jeu. Il y a il y a un moment où on reprend la respiration et où on souffle et on prépare la suite. Il est marrant ce parallèle, tu me l'avais dit, par rapport à CS:GO, Ouais. il est assez fun. Bah, en fait, j'ai remarqué plein de parallèles euh, su- dans différents jeux. Euh, hop. Par exemple, on regardait du snooker avec mes parents à la télévision. On a toujours aimé ça. Et c'est un sport que moi j'ai fait dans ma vie. Le snooker, ça fonctionne comme un TCG. En fait, c'est tout con, hein, mais ça fonctionne comme un TCG. Euh, lorsqu'un joueur fait une erreur au snooker et que le suivant prend la main pour tenter de faire un break, il est en train de combo. L'adversaire ne peut pas interagir. À partir de ce moment-là, c'est uniquement l'erreur du joueur qui est en train de combo qui va arrêter le combo et qui va donner la main à l'autre. Il y a vraiment cet aspect ça m'a fait penser à Yu-Gi-Oh un petit peu, où au début
au début. Le début de partie, on va essayer de se cacher, de se défendre, de pas essayer de pas donner une opportunité à l'adversaire. Par contre, dès qu'il y a une opportunité, le joueur en face, il la saisit et il Il ferme la exploite, ouais, table ouais, ouais. ou il te combo. Et c'est vraiment la même chose. Euh, Moi, les plus belles finales de snooker ou les plus beaux matchs que j'ai vus de snooker, c'est les matchs où il y a de la défense. C'est les matchs où ça se combat, où il y a de l'interaction, où les gens se snookent et où ils se cachent derrière des billes. Pour du billard normal, c'est pareil, hein, c'est se cacher derrière des billes pour empêcher l'autre de jouer. Et les plus beaux matchs de jeux de cartes, c'est ceux où les deux joueurs interagissent, où il y a de la tension, où on se dit lequel va réussir à casser cette petite dynamique de on fait peu de choses parce qu'on a besoin de garder des ressources, parce qu'on a besoin de se protéger. Mhm. Euh, euh, ce sentiment, il est moins présent à Etheron, il est différent. Euh, Très peu de gens ont utilisé ce qu'on appelle le pass, le fait de passer de manière agressive. J'ai vu très peu de gens le faire. Les Hmm, seules personnes que j'ai vu faire, c'est c'est les gens Lika. qui ont joué à Runeterra. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est Eren qui a joué à Nancy avec moi lors l'un des playtests. Ok. Je l'ai vu dire, il jouait aggro, et je l'ai vu dire avec 3 ressources toujours dégagées, je passe. Parce qu'il récupérait le jeton de priorité et il lui disait, si tu ne fais rien, tu prends un combo. Attends, Si tu attends. fais quelque chose, j'attaque. Tu Du vas coup, arrêter. il est dans une situation où il a l'illusion d'avoir le choix, l'adversaire. Il doit jouer, il n'a pas le choix. Mais s'il descend en ressources, eh ben, le joueur qui joue aggro, il va te mettre 5, 6 dégâts parce qu'il lui reste 3 ressources. Bah tiens, tu vas rigoler. Avant-hier, du coup, on était dans une disposition avec mon fils où il avait, je crois qu'il avait encore 2 ou 3 énergies, et moi je les avais quasiment tous cramés. Je voulais faire un gros Ouais. combo pour fumer un de ses champions. Et il a attendu, donc il a passé. Il faisait je passe. Donc moi je faisais mes petites actions et tout ça. Et vu que moi je devais swipe pas mal, tu sais, pour lui infliger des dégâts Mhm. et aussi, il a attendu que je swipe mon champion Ouais. pour me faire un gros burst de dégâts. Il fait appel de la source. Et du coup, il me burst. Il me fait voilà, Bah c'est ouais. fini. J'attendais juste que tu mettes ce champion-là pour le terminer, fin de partie. Je Ouais. fais petit con. Et Et en oui. fait, tu sais quoi? Il a compris. Il a dit je passe. Il a vu la vie de mon champion. Il a fait ça sert à rien que j'utilise maintenant parce que je sais qu'il va swipe à un moment donné. Il m'a Ouais. attendu. Moi, je pensais pas qu'il avait encore ce regard, tu vois. Je me suis dit, Mhm. il va jamais le voir. Il va jamais. Mais honnêtement, je le voyais plus parce que je me suis dit, jamais il va faire attention à ça. Je me Oui. suis fait baiser à mon propre. Tu t'es fait avoir parce qu'il t'a dit, en fait, il t'a dit qu'il avait plus rien à faire. Il a dit, je passe parce que j'ai rien à faire. Et puis il l'a fait, je sais pas, 2 fois ou 3 fois de suite. Et tu t'es retrouvé dans une situation où tu te dis, bah, je suis en sécurité maintenant. Voilà, Je peux tenter de le burst. et c'est ça. Et pas du tout. Et non. Et voilà. Et la réponse, c'est bah, je vais te calmer. Et je l'avais déjà prévu. Et je voulais que ton champion il soit là. Ouais. Et c'est terminé. Bon match. Donc voilà, non, mais franchement, c'est justement quand tu sais gérer le je passe, Ouais. je trouve ça ouf. Je trouve ça Ouais. ouf. Et du coup, ça revient à ce que tu avais dit au tout début, Oui. c'est ce jeu de bluff, ce jeu un peu côté poker. Ouais. Et là, en fait, Il tu y le a cet sens aspect-là. parce que tu te dis, attends, il a 2 énergies. Et tu vois ça qui est ouf. Tu vois qu'il lui reste 2 énergies. Le Oui. mec, il se dit, je passe, je passe. Tu te dis, soit il a rien, et je suis confort, je peux me mettre mon jeu en place, je peux Mhm. jouer tranquille. Soit ça va être une douloureuse, mais il faut que je fasse attention. Et donc, du coup, tu peux plus jouer comme tu voulais, tu peux plus instaurer ton Exact. temps de jeu. Et là, si jamais tu t'es trompé, donc si jamais tu t'es fait avoir par ce bluff, t'es mort. Voilà. C'est c'est un concept qui existe dans tous les jeux de cartes. En plus, tu viens de dire 2 ressources, c'est très marrant parce que c'est la valeur, c'est le nombre de mana nécessaire pour jouer contre-sort à Magic, qui contrecarre n'importe quel sort, donc qui empêche une carte d'être jouée. C'est le même type de réflexion, sauf qu'il y en a une qui est proactive et l'autre qui est réactive. C'est ça. Mais, euh, mais oui, c'est cet aspect-là. Et c'est nécessaire qu'il y ait ce genre d'éléments, entre guillemets, dans le jeu pour que ça propose des interactions intéressantes. Parce que on aurait peut-être pu dire que toi, l'action correcte au moment où
il passe, je sais pas, pour la 3e fois, ouais, il te reste 3, bah, peut-être que c'est de passer aussi. Peut-être que c'est de rendre la main, de récupérer toutes tes ressources, et du coup, il se retrouve dans une situation où, bah, au lieu d'affronter ton peu de ressources, bah, il doit affronter toutes tes éthers. Avec son sort, parce que son sort, c'est une action pour deux ressources, C'est ça. mais c'est une unité d'action. Il en a qu'une, entre guillemets, il en a qu'une, il peut en avoir plusieurs. Mais il va le faire une fois. Alors que toi, c'est le principe du champion, c'est que c'est pas une carte que tu joues entre guillemets de ta main et que tu consommes, elle reste et tu peux t'en resservir. Du coup, tu peux choisir de ne pas l'utiliser à un moment pour l'utiliser plus tard. Oui, tu l'as perdu, mais ça t'a permis de jouer autour de certaines actions. Ok, ok, ok. On va clôturer du coup la partie playtest.